Le journal de la Méditerranée, c'est maintenant. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Cette semaine encore, je vous emmène faire le tour du bassin méditerranéen, histoire de faire le point sur l'actualité de la semaine. Suivez-moi, nous irons en Espagne pour tenter de comprendre l'état d'esprit des Espagnols et des Catalans. Ces derniers étaient invités à participer à un référendum symbolique sur l'indépendance de la Catalogne. Pourquoi certains plaident-ils pour cette indépendance? Quelles en seraient les conséquences? Eh bien, ce sont les questions que nous poserons à notre invité, Esteve Weiss, fin connaisseur de la Catalogne. Nous embarquerons ensuite à bord du plus gros paquebot de croisière de la Méditerranée. Son nom, le Costa Diadema. Tout juste inauguré, il peut accueillir jusqu'à 5000 passagers. Ces mensurations donnent le vertige, vous verrez. Nous nous intéresserons ensuite au thon rouge qui revient en force en Méditerranée. Et les quotas imposés ces dernières années aux pêcheurs pour protéger cette espèce alors en voie de disparition ont bien fonctionné. Les stocks seraient aujourd'hui reconstitués. C'est ce que nous verrons dans ce magazine. Mais avant de revenir plus en détail sur ces titres, je vous propose d'entendre un témoignage bouleversant. Celui-ci illustre encore une fois le drame que vivent tant de migrants qui tentent de regagner l'Europe dans des conditions périlleuses. Un couple de Syriens dont l'homme médecin travaillait en Libye est parti à l'assaut de la mer Méditerranée pour fuir ce pays. Tous deux ont alors perdu leurs 4 filles dans un naufrage. Aujourd'hui réfugiés en Suisse, ils ont accepté de revenir sur cette nuit où leur vie a basculé. C'est le seul moment où ils esquissent un sourire. Quand ils regardent leurs 4 petites filles, souvenir d'un bonheur perdu. Le père syrien est médecin en Libye, une famille heureuse. Mais la fête ne dure pas, le pays est en guerre, ils doivent fuir clandestinement par la mer, malgré les risques. Sur un vieux chalutier, les passeurs séparent les fillettes de leurs parents. Cette nuit du 11 octobre 2013, plusieurs bateaux font naufrage en Méditerranée. Ici, des gardes-côtes italiens filment. Les navires étaient surchargés. Les gens qui étaient dans la cale sont tous remontés parce que l'eau inondait le bateau. Ce souvenir m'envahit. Je n'arrive plus à raconter. À 16h30, le bateau a chaviré en pleine mer. Les gens ont été projetés dans tous les sens. Quand j'ai sorti la tête de l'eau, je n'ai vu que 3 ou 4 personnes. Les vagues étaient très hautes. Elles nous séparaient et nous empêchaient de nous voir. On m'a sorti de l'eau vers 18h30, au moment du coucher du soleil. À ce moment-là, je ne savais pas encore si ma femme était en vie. Et j'ignorais le sort de mes 4 filles. Je criais comme un fou. Je les appelais de toutes mes forces. Manal, Randa, Sherian. Personne ne me répondait. Sur ce canot de sauvetage, voici le docteur Wahid, seul, sans sa famille. Plus tard, sur un bateau maltais, il retrouve un ami. Il m'a dit qu'il avait vu l'une de mes filles vivante sur un canot de sauvetage. Je l'ai remercié et je pensais retrouver tout le monde au bout de quelques jours. Comme une centaine de réfugiés, le docteur Wahid est recueilli à Malte, sa femme en Italie. Chacun pense que l'autre est avec leur fille, mais les 4 ont disparu. Broyés par le chagrin, ils espèrent encore. 1 an après. De toute évidence, je retrouverai mes filles avec l'aide de Dieu. Elles sont vivantes, je l'espère. Aujourd'hui réfugiés en Suisse, ils tentent comme ils peuvent de combler le vide. Chaque fois que je vois ces filles, je pense aux miennes. Depuis le début de l'année,
plus de 130 000 migrants ont traversé clandestinement la Méditerranée. Plus de 2500 ont perdu la vie. Effectivement, depuis 20 ans, traverser la Méditerranée constitue le périple le plus mortel pour les migrants irréguliers. Souhaitez-vous que la Catalogne soit un État et si oui, souhaitez-vous qu'il soit indépendant? 2 questions posées dimanche dernier lors d'un référendum sans valeur légale en Espagne. Près de 2 300 000 personnes ont participé au scrutin. 80% d'entre elles ont répondu oui. Se posent alors plusieurs questions, notamment d'ordre économique. Avant de revenir largement sur ce sujet avec notre invité, je vous propose de rencontrer des entrepreneurs catalans, certains favorables à l'indépendance de la région, d'autres moins. Pourquoi? Qu'attendent-ils de cette éventuelle indépendance? Eh bien, c'est ce que nous avons voulu savoir. L'usine Mimcord fait depuis longtemps partie du paysage de cette petite ville catalane. Ici, on fabrique des fils et des cordes en papier. Le patron est un des rares chefs d'entreprise catalans à soutenir ouvertement l'indépendance, sans aucune crainte pour ses affaires. Nous exportons par toute l'Europe, alors on n'a pas peur de perdre le marché. À la fin, notre clientèle nous achète ou pas pour être espagnol ou pour être catalan, on nous achète parce qu'on fait un bon produit, on donne un bon service, on fait un bon prix. Et ce ne sont pas ses employés qui le contredisent. Moi, je sais que je ne vais pas perdre mon travail avec l'indépendance. Ça donnera plus de travail aux Catalans et pas au reste de l'Espagne. La Catalogne est la région la plus riche et la plus dynamique d'Espagne. Elle produit chaque année 20% de la richesse du pays, avec seulement 7,5 millions d'habitants. De quoi en faire un État viable aux yeux de la doyenne de la faculté d'économie de Barcelone. C'est une région qui aurait un PIB qui se situe entre celui du Danemark et de la Finlande. Si le Danemark et la Finlande peuvent être non seulement parfaitement viables, mais parmi les pays les plus riches de l'Union européenne, la Catalogne est parfaitement viable en tant qu'État indépendant. Et pourtant, on ne partage pas ce bel optimisme dans le quartier des affaires à Barcelone. À la différence des PME, les grandes entreprises s'inquiètent comme ce patron d'un groupe investi dans l'hôtellerie, les services et les nouvelles technologies. Je crois qu'en Catalogne, il y a une fuite pas importante encore, mais peut y avoir une fuite de capitaux importante. Et beaucoup de décisions d'investissement qui devraient se prendre actuellement, ils ne se prendront qu'à partir de l'assurance que cet événement d'indépendance n'existera pas. Restent d'autres questions épineuses comme le paiement des retraites ou encore la répartition de la dette espagnole et bien sûr la question européenne. Alors on vient de le voir dans ce reportage, la question européenne est au cœur des débats. Pour en parler, nous retrouvons notre invité Esteve Weiss, consultant en information économique stratégique, spécialiste des questions liées à la Catalogne. Esteve Weiss, bonjour, vous êtes en duplex de Perpignan. Absolument, Perpignan à 20 minutes de l'Espagne et de la Catalogne. Voilà, idéalement placé pour en parler. Première question, l'indépendance de la Catalogne induirait-elle forcément une sortie de l'Union européenne et de l'euro ? Sortie de l'Union européenne, sûrement, ce serait même plutôt une non-entrée dans l'Union européenne qui devrait sûrement exiger quelques années de négociations, avec l'avantage quand même de la proximité et d'un certain esprit européen historique pour la Catalogne. En ce qui concerne la création d'une monnaie, je pense que cette éventualité serait un petit peu fantasque par les temps et par les époques qui courent, et de par le fait la Catalogne devrait ne pas changer au fond de monnaie. Alors d'où est venu ce souhait, selon vous, d'une partie des Catalans de s'éloigner à ce point de l'Espagne ? Avec un petit coup de projecteur historique, on remarque que dès la fin du 19e apparaît un indépendantisme catalan politisé. Survient ensuite le 20e siècle et la lourde parenthèse du franquisme de la guerre d'Espagne jusqu'à la démocratie se déroule 42 ans si je compte bien. Et en fin de compte, c'est en 2015, l'année prochaine, qu'on arrivera aux 40 ans du plein avènement de la démocratie espagnole. Autrement dit, cette période-là de regain, de retrouvailles de la Catalogne avec elle-même, renouvelle à la fois les vieux sentiments indépendantistes, mais surtout l'affaire de la crise depuis 2008 crée de nouveaux arguments qui posent la question de la contribution de l'Espagne par sa fiscalité dans le système global national espagnol.
Alors récemment, les Écossais ont été invités à se prononcer sur leur indépendance. Le non l'a emporté largement. Le Premier ministre britannique a assuré les avoir entendus en leur proposant un pouvoir accru. Est-ce que cette sorte de troisième voie pourrait apaiser les tensions en Catalogne ? Elle devrait ou pourrait apaiser les tensions en Catalogne. C'est l'avis en tout cas de l'opposition socialiste au Premier ministre et au gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, à Madrid. Cet avis est aussi partagé d'ailleurs par les fidèles de Rajoy à Barcelone, c'est-à-dire le Parti populaire de Catalogne. Vous voyez que l'imbrication des territoires en Espagne, cette sorte de puzzle territorial, est assez difficile à saisir. Cette troisième voie, en tout cas, Rajoy n'en veut pas. Il l'a bien explicité mardi en conférence de presse. Il n'est pas question du tout, d'après lui, d'ouvrir ou de pouvoir ouvrir la Constitution espagnole. Oui, le sujet risque donc de faire polémique encore longtemps. Et Steve Weiss, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et je rappelle que vous pouvez revoir l'intégralité de cette interview sur notre page Le Journal de la Méditerranée sur Facebook. N'hésitez pas par ailleurs à réagir. Une nouvelle usine Renault en Algérie, des inondations en Italie, un regain de tension dans les territoires palestiniens. C'est l'actualité de la semaine dans le bassin méditerranéen, résumé par Sophie Granel et Emmanuel Font. Un anniversaire sous tension dans les territoires palestiniens 10 ans après la mort de Yasser Arafat en 2004 à Paris. Alors qu'une foule en liesse s'est rassemblée mardi à Ramallah où repose le corps du Raïs, les célébrations ont en revanche dû être annulées à Gaza. Gaza qui a été le théâtre de plusieurs attentats ces derniers jours, des attaques que le parti au pouvoir, le Fatah, attribue au Hamas. Nous tenons les forces de sécurité du Hamas pour responsables de ces attaques. Elles contrôlent la bande de Gaza et ont donc la responsabilité de protéger nos vies et nos propriétés. Tensions intérieures donc, tensions extérieures aussi avec Israël qui a durci le ton après le meurtre de l'une de ses ressortissantes poignardées lundi à un arrêt de bus. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, parle quant à lui d'une véritable guerre de religion lancée par l'État hébreu. L'Italie, les pieds dans l'eau. Depuis 2 semaines, de grosses intempéries se sont abattues sur le bassin méditerranéen. Le sud de la France a été touché, mais c'est chez nos voisins italiens que les dégâts sont les plus importants. À Chiavari, petite ville ligure à 30 km de Gênes, des glissements de terrain ont emporté des maisons, faisant des victimes. En centre-ville, les rues se sont transformées en véritables torrents. Je vais m'approcher de l'agence bancaire. Je dois m'arrêter. Il y a peut-être une bouche d'égout qui s'est ouverte. Autre image impressionnante, celle de cette tornade qui a balayé la Sicile, cette fois faisant de gros dégâts, mais heureusement pas de victimes. Ceci n'est pas une voiture, c'est un symbole. Symbole, c'est le nom du nouveau modèle de Renault qui sera fabriqué dans cette usine flambant neuve inaugurée en début de semaine à Oran. Il s'agit du 19e site de la marque aux losanges dans le monde. Une implantation qui devrait renforcer le partenariat économique entre l'Algérie et la France. Pour marquer l'importance du moment, 2 ministres français avaient fait le déplacement. Emmanuel Macron et Laurent Fabius qui a souligné les liens d'amitié qui unissent les deux pays. Et c'est la clé du succès. Laissons la voiture pour embarquer à bord d'un bateau, mais pas n'importe lequel, non. Ses dimensions sont vertigineuses. 2 ans après le naufrage dramatique du Costa Concordia au large de l'Italie, la compagnie a inauguré à Gênes son nouveau fleuron, le Costa Diadema, une vraie ville flottante de 132 500 tonnes d'acier. Ce géant des mers sera basé à Marseille jusqu'à l'été prochain. Jean-Louis Boudard et Francis Di César nous servent de guide. Inauguré à Gênes, le Costa Diadema entre pour la première fois dans le port de Marseille. Long de 306 mètres, c'est le plus grand bateau de croisière de Méditerranée. À son bord, 5000 passagers et 1200 hommes d'équipage. Un géant des mers, unique en Europe. Avec ses nouvelles installations techniques, le port de Marseille est désormais capable d'accueillir de tels navires. On est quasiment arrivé à mettre en place les installations que nous souhaitions mettre en place pour pouvoir justement traiter ces énormes navires de façon simultanée, parce qu'aujourd'hui on a le Costa Diadema, certes qui représente 5000 passagers, mais on a la capacité de recevoir 6 gros porteurs de la même taille en même temps simultanément sur les terminaux. Donc vous voyez un peu ce que ça peut faire comme passagers, comme organisation, comme logistique, donc c'est considérable.
Bienvenue à bord du Costa Diadema et de ses 14 étages. Tout ici est démesuré. Le navire compte 1800 cabines, dont les 2/3 ont vue sur la mer. On y trouve également 19 bars et restaurants, une dizaine de salons comme celui-ci, un casino et de très nombreux espaces dédiés au bien-être. Désormais, chaque dimanche, le Costa Diadema partira pour une semaine de croisière en Méditerranée, au départ de Marseille. L'image de la ville a beaucoup changé. C'est une ville qui s'est beaucoup transformée et qui plaît aux croisiéristes. Qui plaît aux croisiéristes qui viennent en excursion une journée et qui ont de la ville, je pense, une image très belle. De la ville, de la région, mais aussi beaucoup de la ville. Et donc c'est la raison pour laquelle on est sur Marseille, on opère sur Marseille et on continuera à opérer sur Marseille. En 10 ans, le nombre de croisiéristes à Marseille est passé de 300 000 à 1 350 000. Une croissance annuelle à 2 chiffres. 2 ans après le naufrage du Costa Concordia, rien ne semble pouvoir arrêter la vogue de la croisière. Il y a 10 ans, le thon rouge était une espèce menacée. Sous la pression des ONG, des quotas drastiques étaient mis en place, une mesure qui semble avoir porté ses fruits. Les stocks seraient aujourd'hui reconstitués. Le thon rouge, considéré jusque-là comme un produit de luxe, pourrait revenir dans nos assiettes en 2015. À 7, voyez ce reportage d'Olivier Poncelet et Luc Heydrich. À 7, la pêche fait partie du décor. Et même depuis le cimetière, on peut voir les bateaux rentrer. Aujourd'hui, le bilan est moyen. 1 tonne par bateau, des espèces en vrac qu'il faut trier. Mais à 2 pas, sur lesquels les plus gros, les plus beaux des bateaux ne sortent plus que quelques jours par an. Spécialisés dans le thon rouge, il ne leur faut que 24 à 48 heures de pêche pour ramener dans leurs immenses filets leur quota annuel de thon rouge. Un quota réduit à la portion congrue. Depuis 2008, on pensait l'espèce en voie de disparition. Du coup, certains thoniers ont dû réinventer leur métier. Sur son petit bateau, un palangrier, Martial ne pêche plus au filet, mais à la ligne. Et bonjour. Soumis au même quota, ce jour-là, il ramène 7 thons. C'est des poissons qui, il n'y a même pas 10 heures de ça, nagent encore. Donc, niveau qualité. Pourquoi faut les baguer ? Pour la traçabilité du poisson. Marquage, bagage, quota, pesé pièce par pièce. 32 km pour 1,30 m. Cette procédure longue et très contraignante n'existe que pour le thon rouge. Pour 1,23 m. Martial a passé la nuit sur son bateau, mais avec son mareyeur, il lui faut encore remplir toute une série de formulaires. Là, j'ai rempli les documents et le nombre de pièces pêchées avec toutes les informations de la journée de pêche. Et ensuite, on va remplir le document de capture thon rouge BCD qui servira à vendre le poisson. Sans ça, le mareyeur n'a pas le droit de vendre le poisson. Ce carcan administratif a été mis en place pour protéger le thon rouge. À l'époque, les pêcheurs étaient montrés du doigt après des heurts parfois violents avec les militants écologistes. Au village sans prétention. Aujourd'hui, Martial veut croire que la mauvaise réputation des pêcheurs sétois, c'est du passé. Mais les quotas, eux, sont restés. Justement, il veut savoir où il en est auprès de son groupement de producteurs. Il a atteint son quota. Il lui manque que 2 kilos. D'accord ? C'est la quantité totale de poissons qu'il a pêché. Il va recevoir un texto dans 1 heure, donc à 11h pile, il va recevoir un texto comme quoi son quota est fermé. Aujourd'hui, il a donc pêché son dernier thon de l'année. Il s'en doutait un peu et avait pris soin de filmer sa dernière prise. C'était beau temps hier, c'était un lac, c'était un plaisir. Pour la dernière, tu vois, ça a été... Les professionnels en sont persuadés. Après 6 années de quotas drastiques, en Méditerranée, le thon rouge n'est plus menacé. Depuis 2008, il y avait une forte pression des ONG et puis c'est vrai, pas mal de discours alarmistes sur la situation du thon rouge. Et les professionnels, ça fait 3 ou 4 ans qu'ils disent qu'il y a beaucoup de thon rouge en Méditerranée. Ils le constatent quand ils vont à la mer. Et les scientifiques l'ont maintenant démontré de manière claire cette année, bien que la situation était déjà précisée l'année dernière. Actuellement, le stock est 3 fois à 4 fois supérieur à ce qu'on pouvait observer dans les années 50. Donc des biomasses gigantesques. Alors, comme l'Europe s'apprête à définir les quotas de 2015, les pêcheurs sétois demandent 5% de prise en plus par an.
C'est du thon qui se retrouvera ensuite dans nos assiettes et certainement même dans les mets confectionnés avec délicatesse et précision par un chef japonais. À Nice, il est devenu une référence, à Nice mais aussi au Japon où il possède plusieurs restaurants. Son audace suscite l'admiration des gourmets et le plaisir des papilles. C'est sans aucun doute sa passion de la cuisine méditerranéenne qui le fait courir. Sous la pluie, au soleil, de Tokyo à Nice, en passant par Istanbul, le chef japonais Keisuke Matsushima court. Pour chercher son inspiration, pour gérer son temps, pour s'entraîner au triathlon. Dans mon valise, je mets toujours le basket et à chaque fois je cours. Une rigueur et détermination que l'on retrouve en cuisine. C'est dans le cadre de l'ancienne galerie d'art de Jean Moulin que le chef Keisuke Matsushima revisite la gastronomie française et nous dévoile une de ses recettes puisées dans les saveurs méditerranéennes. Le foie gras au nougat. Foie gras qui est à l'origine un mets égyptien. Donc d'abord on a préparé le théline de foie gras tout simplement et avec cognac assaisonné. Et en dessous, on a mis le nougat. Voilà. Avec le nougat, donc miel de Provence, on a des blancs d'œufs, on a des amandes, on a des abricots, on a des figues, on a des prunes, on a des raisins aussi. Et après, en dessous, on a coupé notre figue, dressé et le fleur. Pourquoi on a dressé le figue? C'est la saison aussi maintenant. Mais à côté de ça, nous les ont. Parce que autrefois, quand on fait le gavage des rois, on mettait le figue à la place de maïs. Le chef est simple. Tout le monde le dit, il rentre dans la salle, va saluer les clients, il est facile d'accès. Voilà, et c'est quelqu'un de très simple. Il m'a appris plein de choses sur tous les plats et surtout sur l'historique des plats. Voilà, parce que chaque plat a une histoire. Chaque produit a une histoire que forcément le client ne connaît pas et ça me permet de leur faire connaître des choses, de leur apprendre. Alors ils viennent ici pour manger mais ils ressortent d'ici plus riches en savoir. Depuis son enfance, Keisuke Matsushima rêve de gastronomie française et il vient s'installer à Nice en 2002. À 25 ans, il reçoit une première étoile au guide Michelin. Aujourd'hui, avec 3 restaurants à Nice, 4 au Japon, Keisuke Matsushima, fort de son expérience, a été nommé chevalier des arts et des lettres. Tout ce que j'ai appris sur le thème de art de Bible, parce que les Français, et puis surtout européens, surtout peut-être méditerranéens, ils savent vivre. Ils savent vraiment vivre. Là, les Japonais, on n'est pas très forts. Donc, pour vivre, savoir vivre, j'ai essayé de maintenant expliquer à notre pays. Parce que ça, ces choses-là, vraiment, j'ai appris beaucoup et j'ai apprécié. Après son tour de France culinaire, le chef japonais Keisuke Matsushima choisit d'ouvrir son premier restaurant de gastronomie française en plein cœur de Nice, une ville où il découvre l'art de vivre méditerranéen. Il y a 12 ans, qui est arrivé à Nice, et puis comme Coursaléa est à côté, il avait entendu parler de la Merenda, il savait que j'étais chef avant au Negresco, il venait me voir assez régulièrement le matin, et donc on discutait beaucoup de cuisine, on discutait de fournisseurs, on discutait de plats, on discutait de choses comme ça, quoi. Voilà. Et donc on se voyait régulièrement. J'aime bien de revenir ici pour retrouver de ma ressource, parce que quand je viens ici, je récupère ma passion, je récupère pourquoi j'ai installé ici aussi, et quand je reviens ici, toujours je peux remettre à plat. Pour Keisuke Matsushima, art de vivre, création et gastronomie sont intimement liés et puisent dans les richesses des produits et des talents d'une région, comme ici dans son bistrot L'École de Nice. Je pense que l'art, c'est une moyen de transmettre des messages. L'art, on peut faire sculpture, on peut faire de peinture, mais la cuisine aussi, c'est l'art. Donc si je peux créer des choses, c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre à l'avenir. Quand on rentre à la maison, le but du jeu, tout ce que vous avez mangé, il faut faire à la maison aussi. Parce que pour ça, on appelait l'école de Nice ici. On apprend des choses, après il faut retourner à la maison, avec les recettes que je vous laisse. Il faut faire à la maison pour apporter le bonheur.
Partage et convivialité sont au cœur de la gastronomie française, même pour un chef atypique tel que Keisuke Matsushima. Il parcourt le monde à la recherche de saveurs, de nouveaux accords mets et vins, comme ici dans le vignoble de Bélé, dans les collines niçoises, toujours en quête de découverte et d'échange. On a besoin de l'échange avec le chef et avec les grandes cuisines pour faire évoluer nos vins et mieux répondre aussi à nos clients qui nous posent souvent la question avec quoi je bois mon vin. Et donc des spécialistes comme Kay sur les arômes, sur les goûts nous aident beaucoup en nous orientant un peu aussi sur quel type de mets on peut les mettre. Tu es d'accord avec moi ? Oui. Eh ben, ouais. En dégustation ou à la recherche de nouvelles saveurs, le chef japonais Keisuke Matsushima continue à explorer et revisiter les richesses de la gastronomie française. C'était une figure de la Méditerranée. Henri Matisse est mort il y a 60 ans, le 3 novembre 1954. Le peintre à la renommée internationale repose dans le cimetière de Cimiez, non loin du musée qui lui est consacré. Henri Matisse avait eu un véritable coup de cœur pour la Côte d'Azur. C'est ici, au bord de la mer, que l'artiste a produit la majeure partie de son œuvre, joyeuse et lumineuse. Sur les pas de Matisse, c'est un reportage de Véronique Varin et Didier Beaumont. Henri Matisse sur la Côte d'Azur, son séjour devait être court, il y est resté plus de 30 ans, jusqu'à sa mort. Le peintre découvre Nice en 1917. Il vient y soigner une mauvaise bronchite lors de séjours, notamment à l'hôtel de la Méditerranée, rebaptisé aujourd'hui Palais. Puis il remonte petit à petit la promenade des Anglais, jusqu'à s'installer définitivement au bout du cours Saléa, au 4e étage de cet immeuble. Toujours à portée de regard la mer, comme une force tutélaire, et surtout la lumière, une révélation. Pour comprendre à quel point cela nourrira son travail, il faut rappeler cette phrase de Matisse. « Quand j'ai compris que chaque matin je reverrais cette lumière, je ne pouvais croire à mon bonheur. » Pour un peintre, sans doute, ça a 1000 sens. Mais le sens premier, c'est de se dire qu'il peut reprendre chaque jour son tableau, comme s'il était avec le même éclairage. Et c'est pour ça qu'il peut avoir une continuité dans son esprit. Et c'est cette continuité qui le tranquillise, parce qu'il veut aller au-delà de l'expression. Il a des phrases très jolies, il dit qu'il veut retraduire quelque chose depuis l'horizon jusqu'à moi-même et au-delà de moi-même. 1943, la menace de bombardement pousse Matisse à quitter Nice pour la Villa Le Rêve. 5 ans plus tard, il laisse à Vence une œuvre majeure, véritable testament spirituel, l'entière décoration de la chapelle du Rosaire. En vue de créer un musée, Matisse donne dès 1953 plusieurs de ses œuvres à la ville. Aujourd'hui, le lieu auquel la famille fait régulièrement des dons respecte toujours l'esprit du peintre. Ce musée veut montrer étape par étape quelle a été la volonté du peintre et comment il a pu s'épanouir dans cette œuvre. Il ne veut pas nous montrer la facilité, mais il veut nous montrer l'effort qui est nécessaire à faire une œuvre. Henri Matisse s'éteint le 3 novembre 1954 sur la colline de Cimiez. L'image de la semaine, c'est une figure de Marseille. Akhenaton, connu pour être le leader d'IAM, l'un des plus grands groupes de rap français, vient de sortir son 5e album solo baptisé « Je suis en vie ». Avec une plume toujours aussi grinçante, le Marseillais dénonce le règne de l'argent ou le vide de la télé-réalité. Je vous souhaite moi une très belle semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Belle vie, toi une prochaine danse. Ouais, allez ailleurs pour que mon air change. Que je souris, que ma colère flanche. Mon Dieu, je voudrais bien avoir ma deuxième chance. À tous mes sauces qui ont tenu ces murs, à mes côtés, impassible, vigilant quand l'hiver était dur. Cette ville nous appartient, plus qu'à tous ces richards, tous ces écrits et ces vieux pleurnichards.